profil en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. Dans cet épisode de Cybercitoyen, des chasseurs d'espions traquent des adversaires qui exploitent une vulnérabilité dans les serveurs de courriel Exchange. Groupe Lazarus, TIC, Fancy Bear, Unit 8200, Equation Group. Ce sont des noms qui appartiennent à ce qu'on appelle dans le jargon de la cybersécurité des APT ou Advanced Persistent Threat. On peut traduire ça par menace persistante avancée. Il s'agit de groupes liés à des États. Ils choisissent leurs victimes, les étudient et élaborent des stratagèmes pour infiltrer leur système et y établir et garder surtout une présence pour des raisons politiques ou encore économiques. Attribuer une attaque à un acteur spécifique, c'est pas facile. Moi, quand j'entends parler d'identifier et débusquer des APT, je sais pas pourquoi, mais je pense à James Bond. J'imagine une personne en smoking, un martinet à la main, qui participe à des soirées mondaines dans les ambassades. Pour me faire une meilleure idée de la réalité, j'ai parlé avec 2 chasseurs d'espions pour en savoir un peu plus. Oui, mon nom c'est Alexis Doré-Jonca. Alexis Doré-Jonca était directeur du centre de R&D d'I7 à Montréal. I7, c'est une compagnie qui offre des services d'antivirus et de sécurité. Cette équipe se spécialise dans la recherche sur les logiciels malveillants et cette recherche sert à documenter les toutes dernières cyberattaques et s'assurer que les clients d'I7 sont protégés. Alexis est maintenant manager senior en renseignement sur les menaces pour Proofpoint. Moi, je m'appelle Mathieu Tartare, je suis chercheur en logiciels malveillants au bureau de recherche de Montréal et je travaille essentiellement sur des groupes de cyberespionnage. Tantôt, tu parlais de James Bond, pas un James Bond, mais plus un Sherlock Holmes, un enquêteur qui va s'intéresser au mode opératoire du criminel, enfin de l'attaquant. Et il va dire, cet attaquant-là utilise toujours la même arme, il utilise toujours cette même arme de la même manière. Là, si tu transposes ça à l'attribution à des cyberattaquants, cette fois-ci, ça va être tel attaquant utilise très souvent telle famille de malware. D'ailleurs, cette famille de malware, elle est exclusivement utilisée par tel attaquant. Ou bien tel attaquant utilise toujours ce type d'infrastructure réseau. Donc, à partir de l'infrastructure réseau, mais ce nom de domaine-là, il a déjà été utilisé par cet attaquant. Le ciblage, c'est important également. Et c'est toute l'association de tout ce mode opératoire. En fait, un groupe, ça correspond grosso modo à un mode opératoire particulier. L'attribution, c'est donc un portrait que l'on dresse selon des caractéristiques techniques. Les serveurs et noms de domaine utilisés, les outils dont le groupe s'est servi, le profil des victimes choisies et même les caractéristiques spécifiques au malware utilisé. Quand je dis les caractéristiques des malwares, ça peut être tout un tas de choses jusqu'à la typo qui est reproduite, une petite erreur de frappe qui est reproduite dans plusieurs malwares, tout comme ça peut être des façons de construire le code qui vont être propres à certains groupes, des façons d'implémenter une fonctionnalité propre à certains groupes ou ce genre de choses. Juste pour pousser aussi, des fois, on va voir des nouveaux outils qui vont être déployés, mais qui partagent des caractéristiques communes à d'autres outils. Dans le fond, les attaquants, c'est des développeurs logiciels normaux, entre guillemets, qui bien souvent aiment réutiliser du code, faire des fonctions, une fonction de chiffrement, une fonction de compression. Donc, on peut imaginer une fonction de compression de données qui utilise un algorithme fait maison, puis qui utiliserait le même bout de code là, dans 2 familles de logiciels malveillants complètement distincts. Et là, ça va sonner une petite cloche. C'est peut-être, il y a une similarité au niveau du code très forte, du code qu'on a vu absolument jamais ailleurs. Donc, est-ce que c'est le même groupe? Est-ce que c'est 2 groupes qui se partagent des outils, du code? Donc, ça nous aide aussi à tout mettre en place. Alors, à quoi ça ressemble le quotidien d'un chasseur d'espions? Je vais commencer la journée par surveiller ce qu'on appelle des hits, donc toutes les détections qu'on a eues
mettons, dans les dernières 24 heures. Donc, je vais commencer ma journée à faire un peu le tour de quelles sont les détections qui peuvent être intéressantes qu'on a vues de par le monde sur les machines de nos clients, mais également sur ce qui est soumis sur les plateformes publiques d'analyse de malware comme VirusTotal. VirusTotal est un service qui analyse des fichiers et des URL pour voir s'ils contiennent des logiciels malveillants. Lorsqu'un utilisateur téléverse un fichier à VirusTotal, celui-ci est partagé avec les différents partenaires de l'entreprise. C'est pourquoi ce n'est pas une super bonne idée d'y téléverser des fichiers contenant des informations personnelles. Les compagnies d'antivirus, comme E7 par exemple, vont voir si de nouveaux malwares ont été téléversés pour pouvoir les analyser. Et c'est ça, donc s'il y a des choses intéressantes, on va soit se les mettre de côté pour plus tard, soit commencer à les analyser, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le malware qui a été utilisé, quelle famille c'est, à quel groupe ça peut être associé. Donc ça, c'est un peu le travail de fond, de surveiller tous les jours quelles sont les nouvelles détections qui peuvent être liées aux différents groupes de cyberespionnage qui peuvent nous intéresser. Et sinon, la journée, elle va être découpée en différentes activités. On va faire donc de la rétro-ingénierie des malwares qu'on a découverts pour comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs différentes fonctionnalités, quelle est l'adresse, par exemple, du serveur de contrôle-commande qui est utilisé par les attaquants pour prendre le contrôle du malware et donc de la machine de la victime. Donc, c'est ça, il y a toute une partie rétro-ingénierie pour trouver le plus d'informations possible sur le malware et ses utilisateurs, les opérateurs. La rétro-ingénierie consiste à analyser un logiciel pour voir à quoi il sert et comment il fonctionne. Comme Mathieu l'explique, ça a l'air facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de pouvoir être utilisé par un ordinateur, le code de logiciel doit être compilé. Ça veut dire que le code est traduit dans un langage que l'ordinateur est capable de comprendre. Il existe des logiciels qui permettent de déconstruire les programmes pour essayer d'arriver au code original. On essaie donc de faire le processus de compilation à l'inverse, mais ce n'est pas toujours facile. Les acteurs malicieux utilisent parfois des techniques pour justement rendre cette rétro-ingénierie-là plus difficile. On peut aussi lâcher le malware dans un environnement sécurisé, un genre de carré de sable où on va le laisser agir pour voir ce que le programme va faire. Est-ce qu'il copie des fichiers? Est-ce qu'il chiffre ou efface d'autres fichiers? Est-ce qu'il essaie de contacter un serveur? Pour pouvoir faire leur travail, les chercheurs et chercheuses d'E7 reçoivent des échantillons de logiciels malveillants envoyés par les clients qui utilisent l'antivirus. Exactement sous réserve qu'elles aient autorisé la télémétrie dans leur antivirus. Et dans ce cas-là, un échantillon suspicieux ou détecté comme étant malveillant va nous être remonté. Et c'est comme ça qu'on va avoir des alertes sur des détections particulières qu'on surveille. C'est exactement ça. Dans le fond, la télémétrie mentionnée par Mathieu, c'est de l'information sur des artefacts ou du code malveillant ou un comportement suspect. Donc, on est vraiment focusé sur la partie exécutable malveillante qui peut être présente sur un poste. Mais on ne verra pas, disons, les documents qui ont été volés. On ne verra pas, il y a plein de choses qu'on ne verra pas parce qu'en soi, ça ne sera pas malveillant. Là. Donc, il y a comme cette espèce de ligne-là où est-ce que des fois, on peut voir dans le logiciel malveillant qu'il va aller chercher des fichiers bien précis. Donc, il va chercher tous les fichiers .doc, .pdf, .xls sur le système. Donc là, on peut savoir, bon, le logiciel malveillant est fait pour chercher et voler ce type de fichiers-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour que leur opération fonctionne, les attaquants ont besoin d'une infrastructure. Souvent, les malwares vont contacter un serveur de contrôle et de commande. Ça, c'est un ordinateur qui est contrôlé par l'attaquant et qui est utilisé pour communiquer avec les victimes. Il permet par exemple d'envoyer des instructions pour dire au malware quoi faire ou pour recevoir l'information que le logiciel malveillant est en train de voler et de transmettre. Il y a une autre partie où on va également s'intéresser à tout ce qui est l'infrastructure réseau des attaquants à partir des informations qu'on a par exemple extraites d'un malware. On peut voir qu'un malware, il va utiliser pour communiquer avec le serveur de contrôle-commande un certificat SSL particulier. Puis on va se rendre compte que les attaquants, ils réutilisent tout le temps ce certificat SSL-là. Donc on va pouvoir essayer par l'intermédiaire d'outils comme Shodan, par exemple, d'essayer de voir, donc, qui sont des outils qui scannent des moteurs de recherche de résultats de scan d'Internet. Et ça nous permet de voir, ce certificat SSL-là, il a été utilisé sur cette dizaine d'autres serveurs, peut-être qui sont également utilisés par l'attaquant, et on va essayer de créer
des empreintes, des fingerprints, des caractéristiques de ces serveurs pour ensuite être capable de trouver tout nouveau serveur qui pourrait être mis en place par l'attaquant pour pouvoir être encore plus proactif et ne même pas attendre que le malware arrive sur la machine de la victime, mais complètement en amont, essayer de trouver découvrir l'infrastructure des attaquants pour pouvoir bloquer les attaques à la source. Je ne sais pas pour vous, mais ça, je trouve ça pas mal impressionnant. C'est comme si j'étais capable de reconnaître une entreprise de construction juste en voyant les outils qu'elle utilise et la façon qu'elle organise son travail. En créant une image détaillée des tactiques et des outils utilisés par un attaquant, ils sont capables d'identifier et même de bloquer les serveurs malveillants avant même qu'ils soient utilisés. Depuis le début de l'épisode, on parle de groupes d'espionnage, vu que c'est la spécialité de cette équipe. Depuis quelque temps, ce sont pourtant les groupes cybercriminels qui font beaucoup parler d'eux. J'ai demandé à Alexis de m'expliquer la différence entre ces deux types d'organisations. En général, il y a toujours des exceptions, mais en général, les groupes de ransomware, ça va être, on rentre dans un réseau, on fait la reconnaissance et on lance le chiffrement, on veut de l'argent. C'est un peu des drive-by, là, si on veut. Ils arrivent sur un réseau, puis ils font le travail et that's it. Les groupes, et il y a bien souvent pas vraiment de discrimination. Hein. Le but, c'est de faire de l'argent. Hein. Donc, plus le réseau est important, plus ils tombent sur une entreprise qui a de l'argent, mais plus ils peuvent espérer avoir une rançon élevée. Mais que ce soit une institution financière, que ce soit des avocats ou peu importe le type de business, ça ne fait pas 30 ans de différence. Tandis que les groupes de cyberespionnage vont avoir des cibles. Ils ont une mission, ils ont un mandat, ils ne travaillent pas pour rien, donc ils ont certains types de victimes ou d'industries à cibler. Puis, ils ont tout intérêt, une fois qu'ils rentrent dans un réseau, de rester longtemps. Si leur objectif, par exemple, c'est de voler, disons, de la propriété intellectuelle de firme en ingénierie, s'ils restent présents sur le réseau, ils peuvent, oui, voler ce qui est présentement disponible comme information, mais ils vont aussi pouvoir collecter l'information dans le futur. Donc, ils vont être beaucoup plus discrets dans leur technique. Et il y a aussi des cas, il y a aussi des exemples de groupes qui ont, disons, mis le pied dans les deux mondes. Des groupes qui font du cyberespionnage et qu'on voit aussi faire des attaques motivées par l'argent. En réutilisant certains outils, en fait, on peut voir que c'est le même groupe qui utilise le même type d'outils d'arsenal et les objectifs sont totalement différents. Là. Ça arrive, ce n'est pas la majorité des cas, loin de là. Ça m'a pris un certain temps pour comprendre que ce n'étaient pas les hackers russes qui avaient choisi le nom de Fancy Bear pour leur groupe. En fait, ce sont les compagnies comme i7 qui donnent des noms aux groupes qu'ils identifient. Ça va dépendre des compagnies qui les ont baptisées. Il y en a certaines qui ont des codes très précis, qui ont été APT suivi d'un numéro, TIA suivi d'un numéro, comme dans le cas de TIA 428, par exemple. Mais on a aussi des noms qui vont être tirés d'une chaîne de caractères particulière qui va être présente dans un malware et qui va être assez spécifique. Alors, le groupe va être nommé avec cette chose-là. Ça peut être parce que le groupe utilise toujours un certain malware, puis que ce malware a un nom particulier, on va associer le nom du malware à ce groupe. Ça va être le cas de WinNCI, par exemple, qui est le groupe a le nom du malware qu'il utilise de façon prépondérante. Il va y avoir aussi des noms de code avec des animaux, les animaux correspondant au pays d'origine suspecté des attaquants. Il peut y avoir, ça peut être généré aléatoirement, il peut y avoir plein de façons de nommer les groupes. Et en plus, il faut savoir que chaque groupe a la nomenclature peut être différente en fonction des compagnies. Okay. Par exemple, je ne sais pas, on peut prendre Tonto qui a exploité cette vulnérabilité-là. Ils sont aussi connus sous le nom de Cactus Pit, par exemple. On va avoir plein de cas, mais après, il faut aussi se rappeler qu'il peut y avoir différents noms, et puis ça peut être légitime, même si c'est plusieurs noms qui parlent d'un même groupe. En réalité, ça parle aussi de la visibilité que la compagnie a sur ce groupe-là. Donc, ça fait parfois du sens d'avoir deux noms différents pour un groupe qui, physiquement, en arrière, c'est peut-être les mêmes personnes, mais en fait, comme la visibilité est différente, les compétiteurs peuvent avoir une différente vision de ce groupe
de ce qu'on voit. Et donc, il va y avoir plusieurs noms qui vont apparaître au fil du temps pour un même mode opératoire. Le métier de chercheur, c'est aussi de partager l'information avec la communauté et le public. L'équipe 17 écrit donc des articles de blog et font des présentations lors de conférences pour présenter les résultats de leurs recherches. C'est d'ailleurs un article paru sur leur blog qui m'a donné envie de contacter Alexis et Mathieu. Dans cet article, Mathieu Tartare et deux de ses collègues chez i7 racontaient avoir identifié au moins 10 APT différents qui exploitaient une vulnérabilité dans les serveurs Exchange au début de l'année 2021. Sauvez-vous pas parce que dans un instant, on va parler de cette vaste opération d'espionnage. Tous vos serveurs Exchange nous appartiennent. Habituellement, Microsoft publie ses mises à jour le deuxième mardi du mois. On appelle cela le Patch Tuesday dans l'industrie. Ça permet aux personnes qui administrent les systèmes informatiques de planifier leur travail. Parfois, par exemple, il y a des vulnérabilités qui sont assez sévères qu'elles ne peuvent pas attendre. C'est ce qui est arrivé le 2 mars 2021, quand Microsoft a publié des correctifs pour 4 vulnérabilités trouvées dans plusieurs versions des serveurs Exchange. Exchange, c'est un service offert par Microsoft pour gérer les comptes de courriel. Ce serveur est utilisé par des entreprises et des institutions académiques partout dans le monde pour gérer les comptes de leurs employés ou de leurs étudiants et étudiantes. Le serveur va aussi gérer les carnets de contacts et les calendriers. J'imagine que pour vous, comme pour moi, un compte de courriel, ça peut contenir pas mal d'informations personnelles. Il y a des conversations avec nos proches, on y trouve parfois des mots de passe ou des informations sur des services en ligne qu'on utilise. Quand c'est le serveur d'une entreprise, il est très possible que l'on y trouve de la propriété intellectuelle ou toutes sortes d'autres informations que l'entreprise n'a pas envie de diffuser publiquement. En gros, un serveur de courriel contient plein de trucs qui peuvent intéresser des groupes qui font de l'espionnage. C'est une chaîne de vulnérabilité, donc il faut toutes les exploiter une par une pour pouvoir prendre le contrôle du serveur Exchange. Ce n'est pas l'une ou l'autre. Donc là, en l'occurrence, la grande particularité, c'est que c'est une attaque, une pre-auth remote code execution, c'est-à-dire qu'on peut exécuter du code sur le serveur Exchange sans même avoir à s'y authentifier. Une pre-auth RCE, c'est mal. Je dirais même que c'est vraiment très mal. Si le serveur est connecté à Internet, et un serveur qui gère des courriels, c'est pas mal obligé de l'être, il peut être compromis à distance. Si mon souvenir est bon, c'est parti très, très rapidement. Il y a eu un advisory de la part de Microsoft qui donnait des détails sur la vulnérabilité. Et la nouvelle est comme sortie tout d'un coup. C'était une vulnérabilité très, très critique. Là. Et vraiment, ça a été très, très soudain. On ne l'a pas découvert des semaines avant que ça se soit produit. Et quand c'est devenu évident que c'est critique, comme dans la journée où la nouvelle est sortie, c'est là que l'activité de recherche a vraiment démarré là, à peu près instantanément. Puis, en fait, ça n'a pas été très long qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à analyser. Puis c'est pour ça qu'on a fait une petite cellule où est-ce que Mathieu faisait partie du groupe de chercheurs qui s'est mis ensemble pour comprendre ce qui se passait, puis de départager toute l'activité qu'on voyait d'exploitation de cette vulnérabilité-là. C'est ça, parce que très, très vite, très, très rapidement après cet advisory de Microsoft, on a commencé à avoir de l'exploitation, mais vraiment massive. Et que très, très vite, on a dû se répartir le travail, être capable de faire des groupements, des clusters de différentes activités qui se ressemblaient pour être capable de se les redistribuer et d'être capable d'attribuer à différents groupes de cyberespionnage ou non. On était en présence de ce qu'on appelle un zero day, c'est-à-dire une vulnérabilité qui était connue et exploitée par plusieurs attaquants différents avant même qu'un patch qui soit disponible. Donc, nous, la première exploitation qu'on a vue, c'était donc le 5 janvier, il y a Orange Tsai qui a rapporté la vulnérabilité qu'il a trouvée à Microsoft. Et nous, le 28 février, on a commencé à avoir un tout premier groupe de cyberespionnage autre qu'Hafnium, qui avait déjà été mentionné publiquement depuis janvier. Donc le premier groupe qu'on a vu, c'est un groupe qu'on nomme TIC, mais
peu importe son nom, ce que ça montrait, c'était que TIC, c'est un groupe de cyberespionnage et qu'il y a des groupes de cyberespionnage qui commençaient à exploiter cette vulnérabilité avant même la sortie du patch. Et il y a plusieurs autres groupes qui ont suivi. Ça, c'était le 28. Le 1er mars, on a eu aussi toute une série de groupes, dont Lucky Mouse, Calypso, Webseek, qui sont aussi des groupes de cyberespionnage qui ont commencé à exploiter cette vulnérabilité. Est-ce que plusieurs groupes pouvaient cibler la même victime? Oui, exactement. Oui. Alors ça pose... Ça, c'est la problématique quand on a une exploitation en masse comme ça qui est assez indiscriminée. C'est assez intéressant parce que d'habitude, quand on travaille sur les groupes APT, les groupes de cyberespionnage, c'est plutôt des attaques très ciblées. Là, on s'entend que tout ce qui était vulnérable était exploité et évidemment, il y a différents groupes qui se coordonnent pas nécessairement entre eux et on retrouvait les traces de plusieurs groupes différents sur un même serveur Exchange. Oui, ça nous est arrivé. Puis c'est un point qui est quand même assez particulier de cette attaque-là. Des attaques, comme tu dis, de façon indiscriminée par des groupes de cyberespionnage, c'est quand même très, très rare. D'habitude, un groupe va cibler vraiment spécifiquement certaines victimes, certains types d'organisations. Et à cause de la nature de la vulnérabilité, des serveurs Exchange, c'est disponible sur Internet. Et il semblerait que tous les attaquants scannaient l'Internet de façon constante. Puis dès qu'ils tombaient sur quelque chose de vulnérable, boum, ils l'exploitaient. Puis dans bien des cas, ils se contentaient juste de mettre un implant sans rien faire d'autre. Donc, c'est comme si il brisait la serrure, il mettait un pied dans la place pour peut-être y revenir plus tard. Parce qu'il y avait juste tellement de victimes possibles que ça aurait été difficile de faire le tri pour les attaquants puis choisir, qui est-ce que je viens d'infecter? Est-ce que je le garde? Est-ce que je ne le garde pas? Est-ce que c'est utile pour moi? Donc, c'était vraiment, vraiment particulier comme cas. Et puis, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, ce qu'on a vu aussi, c'est exactement ce qu'Alexis dit, des serveurs Exchange qui ont été compromis, puis on n'a pas vraiment vu d'activité. Puis quelques mois plus tard, mai, juin, juillet, là, on voit de l'activité. Puis, mais je connais cette machine, c'est une machine qui a été compromise en février par tel groupe, puis on n'a pas vu d'activité. Puis, ça reste des groupes de cyberespionnage qui peuvent être très persistants. Une fois qu'ils sont installés dans un réseau, on va pouvoir les revoir plus tard. Donc, c'est même pas parce qu'une compagnie a patché correctement son serveur Exchange qu'elle est débarrassée de la menace, puisque une fois que l'attaquant est dans le réseau, il peut y rester longtemps. Si on résume, un chercheur du nom d'Orange Tsai découvre les vulnérabilités qui permettent de compromettre les serveurs Exchange et il avise Microsoft le 5 janvier 2021. Microsoft a dit avoir identifié que cette vulnérabilité avait été exploitée par le groupe Hafnium, un groupe de hackers basé en Chine et très probablement parrainé par l'État. I7, pour leur part, remarque que d'autres groupes commencent à exploiter la même vulnérabilité à partir du 28 février. L'un des groupes identifiés est TIC, un groupe actif depuis 2008 qui cible surtout des organisations basées au Japon, mais cible aussi des victimes en Corée du Sud, en Russie, entre autres. Ce qui est particulier, c'est qu'autant de groupes différents ont eu accès à cette vulnérabilité avant qu'elle ne soit annoncée par Microsoft. Tout comme les chercheurs d'I7 font de la rétro-ingénierie de malware, les groupes APT peuvent faire de la rétro-ingénierie de mise à jour pour tenter de voir qu'est-ce qui a été corrigé exactement. Mais dans ce cas-ci, la mise à jour n'avait pas encore été annoncée. Un des trucs particuliers, mais on n'a pas la réponse, là, mais c'est pourquoi tous ces groupes-là, en même temps, ont exploité la vulnérabilité. La fenêtre de temps était tellement petite et tous ces groupes-là, presque de façon coordonnée peut-être, on ne le saura jamais, mais le timing était assez particulier. Donc, c'est vraiment un cas probablement unique. Là. Je ne me souviens pas d'avoir vu une exploitation comme ça arriver de façon aussi coordonnée en même temps d'une vulnérabilité comme ça. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est le timing au tout début. On en a parlé tantôt. De ce qu'on sait de façon publique, c'est que Orange Tsai a envoyé les détails à Microsoft le 5 janvier et une autre compagnie, Volexity,
affirme avoir vu l'exploitation de cette vulnérabilité-là 2 jours avant. Donc, il y a comme 2 explications possibles. Soit un autre attaquant avait trouvé la même vulnérabilité en même temps, ou à peu près en même temps que Orange Tire, et a commencé par un hasard, a commencé à l'exploiter quelques jours avant, puis ensuite Orange l'a envoyé à Microsoft. Est-ce que la personne à l'origine, Orange Tire, est-ce que lui-même a été victime d'une fuite d'informations, puis que l'information sur la vulnérabilité a été volée? Il y a vraiment des questions sans réponse encore jusqu'à ce jour. Ces vulnérabilités dans les serveurs Exchange ont été baptisées proxy logon. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais certaines vulnérabilités se font donner un petit nom cute. C'est pas évident non plus de savoir combien d'entreprises ont été victimes. On sait que près de 95% des serveurs Exchange on-prem, ce qui veut dire hébergés par les entreprises eux-mêmes, étaient vulnérables lorsque la mise à jour a été publiée. Le 9 mars 2021, des médias rapportaient que de 20 à 30 000 serveurs avaient été compromis. Et ça, c'est juste aux États-Unis. Parmi les victimes connues, on retrouve l'autorité bancaire européenne et le Parlement norvégien. Des firmes de sécurité ont publié des articles rapportant avoir trouvé des centaines de serveurs compromis appartenant à des administrations municipales, des universités et des entreprises de toute taille. On a quand même vu de l'activité pendant plusieurs mois. Très, très vite ensuite, il y a les groupes de ransomware qui ont pris le relais des groupes de cyberespionnage, et ça a duré. Encore maintenant, on peut voir des exploitations de proxy logon, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de vulnérabilités. Il y a beaucoup de vulnérabilités plutôt anciennes qu'on va voir être encore exploitées aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des serveurs non patchés. Je pense que si là, on va s'amuser à faire un tour sur Shodan pour connaître les versions des différents serveurs et les différents serveurs Exchange installés et exposés sur Internet, je suis sûr qu'on verrait encore une bonne fraction de serveurs Exchange non patchés, ou en tout cas, peut-être pas une bonne fraction, mais un nombre non négligeable. Je suis curieux de savoir comment on sent quand tout à coup le ciel est en feu. On va pas se mentir, il y a aussi une forme d'excitation dans le sens où on voit beaucoup de choses, puis on veut être capable de les attribuer, de les bloquer aussi. Donc oui, on se dit, wow, là il y a de la méchante job. D'un autre côté, c'est passionnant parce que on fait un travail de fond sur tous ces groupes de cyberespionnage. Puis là, en quelque sorte, ça venait récompenser ce travail de fond parce qu'on était amené à utiliser toute cette surveillance qu'on faisait depuis des mois sur ces groupes. Ça nous a été utile ici pour être capable de trouver quel groupe avait compromis quel serveur Exchange, pour être capable de rapidement, parce que notre objectif, c'était vraiment de rapidement attribuer et bloquer ces attaques. Donc, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on se sentait quand ça a commencé. Puis ça a été quand même si la fenêtre entre nos découvertes et la publication a été courte, ça a quand même été un travail assez intense, mais c'était vraiment passionnant de pouvoir mettre à profit tout ce monitoring de long terme, parce que des fois, on fait de la surveillance pendant longtemps, puis il ne se passe pas grand-chose. On met en place nos sondes, en quelque sorte. Puis parfois, ça ne porte pas ses fruits. Puis là, évidemment, ça a bien porté ses fruits. Bien que ce ne soit pas dans une ambassade, en smoking ou avec un martini à la main, les chercheurs passent beaucoup de temps à regarder le travail des APT. À force de les côtoyer, est-ce qu'ils ont l'impression de les connaître? Peut-être pas qu'on les connaît, mais c'est sûr que quand on travaille beaucoup sur certains groupes, à force, on finit par intérioriser les aspects techniques qu'on va voir sur ce groupe, qui font que très rapidement, on va le voir. Ah, mais ça me fait penser à ce cher WinNCI, ce cher TIC, ou peu importe, parce qu'on a beaucoup regardé de Malware 2. À force d'en regarder, on commence à être habitué et on les reconnaît plus facilement. De là à dire qu'on les connaît, peut-être pas. À la fin, nous, on travaille au final qu'avec des artefacts techniques. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est eux, ils codent plutôt bien, ils sont plutôt techniques, eux, ils sont plutôt brouillons. On peut leur ressortir des traits de caractère, ça c'est certain. Un grand merci à Mathieu Tartare 17 et à Alexis Doré-Jonca de Proofpoint. Je suis votre animateur Sam Harper et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du balado Cyber Citoyen.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs épisodes. Et si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à en parler à votre maman ou à vos amis. Merci à DJ Mutante pour la musique. Et sur ce, je vous dis à bientôt.